important, je pense, avec le recul, c'est de vite lancer les idées, en fait. Parce que le problème, c'est qu'une idée, c'est hyper agréable d'avoir une idée et tu te dis, tu peux vite tomber dans le fantasme de ton idée, tu le racontes à tout le monde, tu te dis je vais monter une start-up, je vais lancer un podcast, je vais écrire un bouquin, et puis tu racontes ça aux gens, et puis à force de raconter, bah, c'est comme dans ta tête, c'est un peu comme si tu l'avais déjà fait, et c'est moins intéressant, c'est moins challengeant, et tu veux, t'as plus, donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à pas rentrer à pas vivre ton fantasme en mode, ouais, je vais être entrepreneur, en fait, tu deviens jamais entrepreneur encore. Je pense que dès que tu as une idée, faut vite la faire. C'est pas très grave d'en parler aux gens, c'est même souvent bien parce que ces histoires de on va te piquer ton idée, c'est du complet bullshit, ça n'arrive jamais. Est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais pour les gens qui nous écoutent? Je m'appelle Antonin, j'ai créé le podcast Nouvelle École, je pense que c'est pour ça que je suis là. Donc ça c'est ce que je fais de manière hyper réduite. Je sais pas si tu veux que j'aille plus en détail dans... Ouais, enfin, pourquoi tu t'es orienté vers ce format-là en fait? Pourquoi pas avoir fait des vidéos? Pourquoi pas avoir fait des articles? Alors en fait, moi pourquoi j'ai créé Nouvelle École? Parce que j'écoutais des podcasts américains. C'était il y a 1 an et quelques, j'en écoutais beaucoup, et puis ça m'aidait beaucoup dans la vie en fait. Ça m'aidait beaucoup à progresser, ça m'ouvrait vachement de perspectives sur ce que faisaient les gens, comment ils étaient, et aussi toujours le fait de comprendre que tous ces gens qui créent des trucs assez dingues sont comme toi en fait, sont pas très différents de qui tu es. Et j'écoutais ça, et je me disais c'est trop bien, et j'ai envie de le faire écouter à ma mère, à mon frère, mais en fait ils parlent pas anglais et ils s'en foutent quoi. Et je me disais, ça m'a amené à me dire putain en fait il y a pas de podcast comme ça en français, c'est peut-être l'opportunité d'en faire un. Et donc ça a 2 raisons, c'est que un avantage c'est que je vais pouvoir rencontrer plein de gens trop cool. Et un deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir aider à diffuser la parole de gens dont j'ai envie de diffuser la parole et diffuser le message que c'est bien de se lancer, que c'est pas réservé aux génies, qu'il y a plein de gens qui se lancent, qui font des choses super intéressantes, qu'on n'est pas obligé de faire métro, boulot, dodo. Et j'ai envie que ma famille entende ça, mais mes potes aussi, tu vois. Et donc voilà pourquoi. Et donc pourquoi audio? Parce que les podcasts que j'écoutais étaient audio et moi je consomme très peu de vidéos. Parce que je vais jamais me mettre 1 heure devant mon ordi à mater une interview. Moi, j'essaie de faire plein de choses en même temps, et donc ce que je faisais, c'est que j'écoutais le podcast en courant, tu vois. Et du coup, ou en faisant la vaisselle, ou il y a plein de choses comme ça. Mais c'était pour moi ce qui est intéressant avec le podcast, c'est que t'es pas captif. Donc tu peux écouter, tu peux un peu penser à autre chose, t'es pas obligé d'écouter en entier, enfin tu vois. Et la vidéo, la vidéo, il y a un côté vraiment captif. Et j'ai fait des essais, j'ai fait des Facebook Live sur Nouvelle École, mais j'aimais pas, c'était pas mon produit. Je pense qu'il faut vraiment vouloir savoir ce que tu veux faire et puis pas faire tout en même temps, quoi. Ok, d'accord, je vais te concentrer sur un format et y aller à fond, quoi. Mais donc du coup, si je comprends bien, si tu as commencé à interviewer ces gens-là, c'était un peu pour démystifier le truc et juste se rendre compte que en fait, les gens qui entreprennent sont pas enfin, tout le monde peut entreprendre, quoi. Si je comprends bien. C'est un peu ça ta volonté, montrer que tout le monde peut entreprendre. Alors, je dirais pas jusque-là, en fait, parce que j'avais pas de pensée vraiment construite. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est ça aussi le message que je diffuse, mais c'est que j'avais aucune idée de ce que ça allait donner Nouvelle École. Je savais juste que j'avais envie de faire un podcast, que j'aimais bien les podcasts que j'écoutais, et que peut-être que si j'interviewais 2-3 mecs intelligents, les gens trouveraient ça inspirant et que ça les motiverait, tu vois. C'est tout ce que je me disais. Je suis pas sûr que tout le monde puisse entreprendre. Je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité des gens. Je pense que tout le monde peut, mais tout le monde n'a pas forcément envie, c'est pas forcément la voie vers le bonheur, tu vois. Moi, je connais des gens qui sont très contents d'être salariés et que ça rentre. Ce que je veux juste dire, c'est si t'as envie de le faire, tu peux le faire, quoi. Et si t'as le sentiment de pas vraiment rentrer dans les cases, t'as pas vraiment le sentiment que ce qu'on te propose, c'est ce que t'as envie de faire, tu peux créer tes trucs à toi, tu vois, tu peux faire, je sais pas, ce que tu veux, un blog, un podcast, une entreprise, un groupe de musique. Tu peux te lancer, il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition pour se lancer, quoi. Non, mais c'est même pas qu'il y a beaucoup d'outils, c'est qu'en fait, il y a aucune barrière par rapport à... si tu veux lancer SpaceX, tu veux envoyer des fusées sur Mars, il y a quelques barrières, mais la plupart des choses, tu peux vraiment les faire à ton échelle. Et c'est ça que je veux dire, parce que moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps je pense, à douter de ça, justement, de ma légitimité ou de ma capacité à démarrer des choses, tu vois. Et je pense que c'est ça enfin, c'est aussi un peu ma thérapie personnelle, tu vois. Ce qui bloque pas mal de gens, il y a un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur.
Et c'est une voix qui se passe dans ta tête et tu te dis mais quelle est ma légitimité pour me lancer et qui je suis pour commencer à faire ça quoi. Alors je sais pas si tu as ressenti ça, mais aujourd'hui tu en es à plus d'une vingtaine de podcasts. Est-ce que ce syndrome de l'imposteur, si tu l'as eu, il finit par s'atténuer et il finit par disparaître plus tu produis du contenu en fait? Ouais, alors oui, absolument. Donc évidemment que je l'ai eu parce que je l'ai pour tout ce que je fais. Ouais. Et il finit. En fait, les choses te font peur, et quand tu fais l'effort de les faire, la peur va s'atténuer au fil du temps, à force de répéter les choses. Elle va jamais complètement disparaître. Ouais. Et moi, à chaque fois que je fais une interview, je passe la journée roulée en boule dans ma couette, je procrastine jusqu'à 17h. Enfin, vraiment, je suis toujours en train de me dire, avec ce que je vais. Enfin, j'ai vraiment. Je me dis qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire avec ce mec, il s'en fout de mon podcast, il connaît pas, il en a rien à foutre, tu vois. Et c'est toujours un peu, mais ça a vraiment baissé quoi depuis le début, c'est pas du tout pareil. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise. En revanche, pour tous les autres projets, j'ai toujours ce syndrome. Là par exemple, si tu veux, je suis en train de bosser sur un bouquin en fait où je raconte des histoires. Et du coup il y a des jours où je suis de bonne humeur et je suis motivé, et je me dis ok, j'écris mon truc. Il y a des jours où je me dis mais vas-y, mais qu'est-ce que tu fais? Tout le monde s'en tape de tes histoires, qui t'es pour écrire un livre, tu vois. Et donc c'est hyper présent. Je pense que c'est bon signe. Je pense que les trucs qui te font peur, c'est des trucs qu'il faut creuser, tu vois, et qu'en fait, quand ça te fait plus du tout peur, c'est que t'es plus vraiment en train de te pousser, et c'est marrant. Je repars sur un truc, mais il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer récemment que je rentrais peut-être dans un personnage quand j'écrivais des choses. Okay. Et ça m'a fait me rendre compte que c'est vrai que j'ai plus trop peur maintenant d'écrire certains trucs. Et c'est peut-être que je suis rentré dans une zone de confort, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, c'est aussi une indication, je pense qu'il faut peut-être aller chercher d'autres trucs qui font un peu plus peur. Se pousser encore un peu plus. En général, la peur est un bon indicateur. Elle te montre ce que tu dois faire. Enfin, je te dis pas c'est comme un compas, tu vois. Si tu as peur de faire quelque chose, en général, c'est qu'il faut essayer de le faire, quoi. Ouais, après, j'ai vraiment peur de sauter à l'élastique et je sais pas si je vais le faire, tu vois. Ouais. Dès que ça implique un risque de mourir, je sais pas. C'est ça, il faut évidemment, enfin, on va partir dans l'extrême non plus, il faut. Mais oui, en effet, je pense vraiment que, en tout cas, moi, à chaque fois que je me suis forcé à faire des trucs qui me faisaient peur, ça a été bénéfique, toujours. Ouais. Pour la plupart des gens, en général, on se sent tellement bien après quand on a osé se lancer. Mais est-ce que justement, t'as parlé de ce projet de podcast avant de te lancer, ou t'as gardé ça pour toi? Et puis est-ce que t'en as parlé autour de toi avant de te lancer? C'est une bonne question parce que c'est toujours un peu le dilemme de est-ce que j'en parle, est-ce que je le garde pour moi. Je crois que j'en ai parlé un peu, mais je l'ai vite lancé. En fait, l'important, je pense, avec le recul, c'est de vite lancer les idées, en fait. Parce que le problème, c'est qu'une idée, c'est hyper agréable d'avoir une idée et tu te dis, tu peux vite tomber dans le fantasme de ton idée, tu le racontes à tout le monde, tu te dis, je vais monter une start-up, je vais lancer un podcast, je vais écrire un bouquin, et puis tu racontes ça aux gens, et puis à force de raconter, c'est comme dans ta tête, c'est un peu comme si tu l'avais déjà fait, et c'est moins intéressant, c'est moins challengeant, et tu veux, t'as plus. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à pas rentrer à pas vivre ton fantasme en mode je vais être entrepreneur, en fait tu deviens jamais entrepreneur encore. Je pense que dès que t'as une idée, faut vite la faire. C'est pas très grave d'en parler aux gens, c'est même souvent bien parce que ces histoires de on va te piquer ton idée, c'est du complet bullshit, ça n'arrive jamais. Et c'est bien d'avoir des retours des gens, mais il faut vraiment vite commencer. Et moi, Nouvelle École, en fait, ce que je m'étais dit, c'était, j'ai eu l'idée, je me suis dit, cool, c'est une bonne idée. Ok, comment je peux faire pour commencer? Il me faudrait un micro, et j'ai demandé à un pote qui avait des micros, et il me les a filés, et je me suis dit, ok, je vais programmer 3 ou 4 interviews de suite, comme ça, je suis sûr que j'ai vraiment un podcast, j'ai pas juste une interview, tu vois. Et j'ai contacté plein de gens, je l'ai fait, et j'essaie de pas trop me poser de questions. Et avant, j'étais complètement différent. Avant ça, moi, j'ai vraiment été le roi je dis que je vais faire des trucs et je les fais jamais, tu vois. Donc, mais ce qui a changé avec ce coup-là, c'est que je me suis dit, ok, bim, je veux faire ça, je vois comment je le fais, exécution, tu vois, dans un sens, quoi. Voilà. Ok. Mais en fait, moi, la façon dont je le vois, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut être dans l'action, mais il faut aussi en parler pour avoir des feedbacks et avoir une approche lean, en fait. Parce que si t'es tout seul dans ton garage et que tu fais ton truc tout seul, si t'as pas de feedback, tu risques de te planter au final. Si t'as pas un avis externe. Ouais, en fait, tout ça est beaucoup plus simple, je pense, que ce qu'on imagine. C'est que quoi que tu fasses, ton feedback, c'est tes clients dans un sens. Donc en gros, si tu as un podcast, si tu fais du contenu, ton feedback, c'est que tu publies ton contenu et que tu as une réaction, tu vois. Donc t'as pas de risque de le faire dans ton garage tout seul. C'est pas possible.
soit tu publies tes machins et tout le monde s'en tape, mais s'il y a, je sais pas, s'il y a 2 personnes qui disent c'est cool, ça vaut peut-être le coup de continuer, tu vois, même une personne. Parce que c'est pas le nombre de gens, c'est pas le nombre de likes qui compte, c'est plutôt la qualité de l'engagement que tu as créé. Et puis, au début, évidemment, que t'es petit et que personne va faire gaffe à ce que tu fais, quoi. Moi, mon premier article de blog, je dois avoir 50 vues. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il faut dédramatiser. Et quand tu montes une boîte, ton feedback, c'est tes clients. Et je pense que le vrai problème, c'est de monter une boîte en mode, je fais un produit et dans 3 ans, je vais commencer à demander aux gens ce qu'ils en pensent. Mais le feedback, demander du feedback dans le sens, est-ce que tu penses que ce que je fais, c'est bien? Ça, c'est un peu une connerie parce que tout le monde a un avis différent. Ou alors, comme dirait, j'avais interviewé Oussama Hamar sur mon podcast récemment, comme lui, il dirait, tu te choisis 1 ou 2 ou 3 advisors pour des domaines très spécifiques, et comme ça, t'as une cohérence, enfin, t'as un avis, quoi, ou t'as 2 avis, mais t'as pas une multitude d'avis et qui va parce que tu peux aller nulle part, sinon. Si t'as plein de sources différentes, au final, tu sais pas quelle source suivre, quoi. Ouais, puis l'avis des gens, c'est hyper risqué parce que soit t'as pas confiance, donc tu vas demander que aux gens qui vont potentiellement te dire que c'est génial. Donc tu vas trouver plein de yes men et tu vas demander si c'est cool. Soit, enfin, tu vois, l'avis, ça veut vraiment pas dire grand chose. Ce qu'il faut, c'est juste le faire et voir comment les gens réagissent, quoi. Voir comment t'es possible le client. Voilà. Réagir, quoi. Voir s'il y a de la demande. Mais, et du coup, j'ai un peu checké ton site nouvelleécole.org et j'ai remarqué que t'as eu un parcours, assez diversifié. T'as fait différentes écoles. C'est quoi ton parcours Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à passer par plusieurs écoles et pourquoi avoir changé plusieurs fois? Et ben en fait, moi j'ai grandi, je suis né à Paris mais j'ai grandi en province et en fait quand j'étais ado je faisais de la musique et je voulais juste faire de la musique. Je pensais que la société c'est pas du tout le mot que je voudrais employer, mais que le monde c'est pas intéressant et que le seul truc qui était intéressant c'est de faire de la musique, de devenir une star et de faire des tournées, quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à 17 ans mon groupe s'est arrêté, enfin comme toutes les histoires de groupes de musique, et là je me suis dit ok bon qu'est-ce que je fais maintenant, et j'ai commencé, bizarrement c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à, je sais pas, à l'histoire, des trucs comme ça. J'ai commencé à m'intéresser aux cours mais j'étais nul, j'avais un dossier dégueulasse, j'avais redoublé ma première S parce que j'avais rien foutu. Je commençais à peine à m'intéresser. Je m'étais fait plus ou moins pas virer de mon lycée, mais il avait fait comprendre que c'était bien si je changeais de lycée. Et là, je m'étais dit bon, je vais tenter Sciences Po Grenoble. J'avais tenté Sciences Po Grenoble, j'avais raté, mais lamentablement, quoi. J'avais vraiment des notes dégueulasses et tout. Et là, je me suis dit bon, bah ok, c'est pas très très bon. Va à la fac de droit. J'étais allé à la fac de droit à Grenoble. Et en fait, là, à la fac de droit à Grenoble, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, si je bossais, j'étais pas plus con que les autres et que j'avais des bonnes notes. Et en fait, c'était intéressant, quoi. Quand tu te mettais sérieusement dans un truc, tu pouvais vraiment t'intéresser. Moi, j'aimais bien tout ce qui était l'histoire, géopolitique, institutions, tout ça. Et du coup, j'ai repassé Sciences Po Grenoble. Il y avait un concours pour rentrer direct en 2e année. Et là, je l'ai eu. Et là, j'étais là, putain, cool, génial. En plus, je bosse et en plus, j'arrive à avoir des concours, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, je suis arrivé, c'était cool, ça m'intéressait, mais je me suis vite rendu compte que le service public, c'était pas trop pour moi parce que ça rimait pas trop avec liberté, tu vois. Et je pense que la liberté, déjà à l'époque, c'était une valeur qui était importante pour moi. Donc je réfléchissais, et moi je connaissais rien, vraiment à cette époque-là je connaissais rien, et du coup j'ai commencé à réfléchir à aller dans le privé, et pour ça j'ai fait un stage, et je me souviens dans un stage de compta à Levallois-Perret, c'était un enfer. C'était vraiment un enfer ce stage, c'était tout ce que t'as pas envie de vivre dans ta vie professionnelle, dans le sens où c'est lent, c'est mort, mais c'est des mecs qui sont là depuis 30 ans, il y a pas de créativité, personne sait ce qu'il fait là, tu passes ta journée à rentrer des lignes sur un logiciel, et là je me suis dit ça va pas du tout. Il faut absolument que je trouve un moyen de faire un truc mieux, ou de faire une école qui me permettra d'avoir mieux, etc. Et j'avais entendu un mec me parler des écoles de commerce et d'HEC un peu avant, il passait les concours. Et moi, j'avais aucune idée de ce que c'était que HEC, je pense 6 mois avant ce stage, ou un truc comme ça. On n'avait jamais entendu parler des écoles de commerce, je savais pas ce que c'était. Je viens vraiment de la campagne. Hein. Et du coup, je me suis dit, ok, HEC, ok, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Je vais prendre les 4 meilleures écoles de commerce ou les 5 meilleures et Sciences Po Paris et je vais essayer de les passer. Donc j'ai préparé le concours. En même temps, il fallait que je fasse une licence d'éco parce que sinon je pouvais pas présenter. Enfin bref. Et j'ai préparé le concours et miracle, j'ai eu le concours avec un peu de chance, un peu de réussite et je suis entré à HEC. Et voilà. Et après, bon bref, j'ai pas passé des heures, mais moi je suis arrivé à San Francisco en stage, je me suis rendu compte que j'étais nul, que je savais rien faire, donc je me suis dit faut que j'apprenne à coder, donc je suis allé au wagon, j'ai appris à coder. Donc en fait à chaque fois c'était un peu un genre de j'arrive quelque part, je me dis, oh là là, je suis trop une teub, je sais rien faire, il faut absolument que je trouve un truc un peu mieux pour m'en sortir. Et toujours cette espèce de
sentiment que j'essayais de m'échapper de mon trou, tu vois, Ouais. de revenir un peu à la civilisation. Paris, ouais, c'est ça. Voilà en gros pourquoi j'ai fait tous ces trucs et comment ça s'est passé. Ok, d'accord. Et donc tu as fait le wagon. Et j'ai vu que tu avais créé pas mal de choses avec avec ce que tu avais appris, je pense. Notamment, attends, j'avais noté ça. Livebotter, par exemple. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que tu t'es surtout servi de ce que tu as appris à l'Owagon, mais pas vraiment de ce que tu as fait, de tout ce que tu as fait avant, en fait. Est-ce que ça veut dire que les études classiques, entre guillemets, si on veut être libre, si on veut être entrepreneur, sont plus hyper utiles? Je sais pas si ma question est claire. Non, si la question est très claire. C'est la réponse qui peut pas être très simple, en fait. Parce que moi, c'est un truc que je répète souvent. J'ai tendance à dire que l'enseignement, c'est vraiment sous-optimal. Et je le pense vraiment, tu vois. Je pense vraiment que, je sais pas, j'ai passé 6 ans en études. En vrai, j'aurais passé 1 an, ça aurait été pareil, que j'aurais appris autant de choses. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont pas concrètes, comme de l'apprentissage. Tu vois, des gens que tu rencontres, des expériences que tu vis, le fait d'être avec ces gens à Sciences Po, d'être avec ces gens à HEC, ça joue un rôle quand même vachement important. Et du coup, je dis pas que c'est nécessaire et que c'est vital, mais je dis pas non plus que c'est débile et que ça ne sert à rien, tu vois. Et en plus, c'est pas vrai qu'à Livebotter, j'ai surtout utilisé, par exemple, Livebotter, c'est ce que j'ai créé avec Benjamin Dutoit, qui continue la boîte continue. Et c'est pas vrai que ce que j'ai utilisé, c'est surtout ce que j'ai fait au wagon, parce qu'en fait, mon boulot là-bas, c'était surtout de vendre et de trouver des clients et de marketer la boîte et que les gens aient envie d'acheter, quoi. Et du coup, c'était tout un mix de ce que j'avais fait à Sciences Po, où j'avais appris à m'exprimer, j'avais appris à communiquer, je m'étais fait des potes, à HEC, où j'avais appris des rudiments de business, et puis tout le reste, hein, je pense que j'ai quand même beaucoup plus appris sur le tas et en lisant des bouquins, etc. Mais le code me donnait cette assurance que j'étais un peu technique et que j'étais pas un charlatan, tu vois. Je vendais des chatbots pour Messenger, et j'étais pas en train de vendre un truc que je savais pas faire, je savais le faire. Ça, c'était cool. En fait, tu comprenais ce que tu vendais, quoi. Voilà, et ça c'est hyper important, ça c'est clé. Faut pas vendre un truc que tu comprends pas, je pense. De toute façon, les gens se rendent vite compte que tu maîtrises pas ce que tu fais, et si tu maîtrises pas ce que tu fais, ça peut difficilement marcher, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, pour répondre à ta question sur la valeur de l'enseignement classique, je pense que moi j'enverrais pas mes gosses à HEC ou à, bon, je sais pas de gosses et je sais pas encore, hein, mais je pense pas que je les enverrais à HEC ou à ce genre de trucs. Parce que je pense que ce sera moins pertinent dans le futur. Je pense aussi. En revanche, je pense pas qu'on puisse les jeter à la poubelle dans le sens où ça sert à rien et j'ai perdu mon temps. C'est pas non plus vrai. Non, c'est toujours utile. Enfin, moi, personnellement, l'université, ça me sert surtout à rencontrer des gens. Et je pense que c'est hyper utile pour se créer un réseau auquel tu pourras recourir plus tard si jamais tu as besoin d'un certain contact. Alors, il y a une dernière chose que je veux ajouter en fait. Moi, j'étais boursier. J'étais boursier et je suis vachement élevé, échelon 5. Et ça fait que j'ai pas payé Sciences Po et j'ai pas payé HEC du tout. Je crois. Non, si j'ai payé un peu, j'ai payé quelques trucs, mais par rapport aux gens qui payaient plein pot, j'ai rien payé. Donc si tu veux, c'est pas le même calcul pour moi. Si tu dois t'endetter, si tu payes très cher, enfin ce genre d'études, là la question se pose beaucoup plus de savoir est-ce que ça vaut le coup de le faire. Parce que imaginons que tu mettes 60, je sais pas, mettons 50 000 euros dans une école. Ça se trouve ces 50 000 euros, tu peux les dépenser pour te faire des formations, te payer des bêtes de formation, voyager, apprendre des langages. Tu vois, enfin, prendre 10 000 euros pour essayer de lancer une boîte. Tu vois, tu peux faire plein de choses qui vont t'apprendre des trucs hyper essentiels. C'est ce que tu vois, Tim Ferriss, il parle de ça dans un truc, c'est ce qu'il appelle son real life MBA. En fait, il prend des sous et il se dit, au lieu de faire un MBA qui va me coûter $100 000, je vais me prendre $100 000 et je vais me faire un programme avec ces sous-là, tu vois. Et je trouve que c'est une idée qui est pas idiote. Donc voilà. Faut voir un peu le retour sur investissement que tu peux avoir. C'est une longue réponse, mais je pouvais pas répondre. Ouais, je vois. Donc juste, dernière question sur le wagon. La première personne que tu as interviewée, c'est Boris Paya. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu lui as demandé une interview? Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu écris, quand tu appuies sur enregistrer et que tu publies ton premier épisode de Nouvelle École? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là, quoi? Boris, en fait, c'était mon prof au wagon, hein, donc je lui avais déjà parlé. En fait, voilà, je lui avais parlé de cette idée de podcast. Je lui ai dit, si jamais je faisais un truc où j'interviewe des gens, ça t'intéresserait de passer et tout. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Il m'a dit, cool, tu vois, déjà j'en ai un. Donc c'était mon premier invité. Et puis moi, je sais trop ce qu'il faisait, je trouve ça trop bien, quoi, le wagon. J'en parle tout le temps d'ailleurs. Mais... Et donc voilà pour la première partie de la question, je crois. Et ensuite. Sur enregistrer, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu vois? Quand j'appuie sur enregistrer, je sais pas, j'étais un peu stressé,
Mais ça va parce qu'on était tous les deux dans un truc vachement en bas du wagon. Il y avait une petite salle assez intimiste. C'était marrant. Puis on avait fait quelques blagues avant. Puis on se connaissait bien. Donc c'était c'était vraiment pas stressant. C'était vraiment pas stressant comme si j'avais interviewé. Je sais pas, tu vois, si j'avais commencé par Navo, là j'aurais trop stressé, j'aurais été trop nul. Boris, je le connaissais pas mal quand même. On avait fait des soirées ensemble au wagon, des trucs comme ça. Non, après, par contre, quand j'ai publié le podcast, quand j'ai publié Nouvelle École, bah ouais, là, j'ai eu t'as un petit peu d'adrénaline, tu vois. Tu te dis, est-ce que les gens vont trouver que c'est de la merde, déjà? Est-ce que les gens vont l'écouter? Combien d'écoutes signifie une satisfaction pour moi, tu vois? Ou est-ce que c'est le nombre d'écoutes qui est important? En fait, je pense que je voulais juste pas qu'il y ait genre 0 écoute, que quelqu'un, ou que les genre 10 écoutes et que les gens disent tous, c'était vraiment de la merde, qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Tu vois, c'était vraiment ça que je voulais pas. Et en fait, je sais pas, je crois qu'il y a eu, quelques heures après, il y avait 150 ou 200 écoutes, et j'étais là, bah, c'est cool, tu vois, c'est quand même, si tu les mets dans une pièce, ça fait du monde, en fait. C'est bien. Ouais, c'est bien. Et du coup, j'étais content, et voilà, quoi. J'étais là en mode, genre, c'est un podcast, c'est parti. Mais enfin, là, je suis en train de lire un livre, c'est le dernier livre de Tim Ferriss, sur les épaules des géants. Et il y a un passage assez intéressant qui dit que c'est pas le nombre de clients que tu as, mais c'est la qualité de tes clients. Et au final, il faut pas forcément calculer ça en millions, mais si tu as 1000 personnes qui t'écoutent, enfin 1000 vrais clients, tu peux c'est Kevin Kelly. Les clients qui comptent, quoi. C'est les 1000 vrais fans de Kevin Kelly. C'est ça. Ouais, c'est vrai, je crois que c'est vraiment, ça c'est hyper, ça m'a vraiment marqué ces dernières années, cet article de Kevin Kelly. En fait, je pense que le succès immense, c'est un peu une anomalie, tu vois. Le côté, le succès, genre, t'es les Rolling Stones, c'est plutôt une anomalie. Et d'ailleurs, on le voit avec les groupes de musique, souvent, les groupes qui explosent, ils ont un petit succès d'abord, ensuite ils ont un succès de malade, ils explosent, et ensuite ils retombent un peu dans une sorte de plus petit succès, parce que c'est pas possible, à moins d'être Kanye ou des mecs comme ça, c'est dur de rester très longtemps. Et en fait, je pense que la norme, c'est ce petit succès, tu vois, et que l'anomalie, c'est ce gros succès. Et que le problème, c'est de toujours croire que le succès, c'est un truc gigantesque, où tu dévores le monde, où tu vois, eat the world et tout, quoi. Et je pense que si t'arrives faut définir tes objectifs, quoi, mais si t'arrives à avoir 1000 vrais fans, et que tu peux vivre de ce que tu fais, et que t'as vraiment des gens qui sont intéressés, qui sont engagés, qui attendent ce que tu fais, etc., bah, je sais pas, c'est un luxe énorme. C'est un luxe que 99,9% des gens n'ont pas, quoi. Ouais, c'est ça. On n'a pas la bonne mesure, on n'a pas la bonne métrique, et on se dit qu'il faut forcément des millions de fans, alors que c'est pas du tout nécessaire, quoi. Mais disons que le problème, c'est si tu t'as pas fait le choix. Un mec comme Oussama, il dit très clairement dans le podcast, moi, j'en ai rien à foutre que les bots se plantent et tout. Moi, ce que je veux, il dit je veux être légendaire, mais lui, vraiment, ce qu'il veut, c'est le succès, le vrai succès énorme, tu vois. Mais il l'a choisi, je pense, en fait. Le problème, c'est quand tu l'as pas choisi et que tu subis la perception que le succès, c'est obligé d'être ça, tu vois. Donc, t'as différentes manières d'avoir du succès. Tu peux être heureux, tu peux avoir la gloire, et faut choisir ce que tu veux, en fait, je pense. Mais dans ton podcast, là, il dit justement gloire ou bonheur. Voilà. Et c'est ça la question, quoi. C'est pas succès, échec, c'est ce qu'il disait. Ouais, parce qu'en plus, il y a tout ce que, le succès, l'échec, c'est hyper relatif. Enfin, on en a parlé dans le podcast. Mais, moi, je pense que tous les trucs que j'ai ratés m'ont beaucoup plus servi que quelques trucs que j'ai réussi. Et... Bah, t'apprends d'office de l'échec. Enfin, toujours quelque chose à en tirer. Après, j'ai du mal à appeler. Il faut faire attention à ce qu'on appelle échec, tu vois, parce qu'il y a toute un storytelling dans le milieu des startups de fail fast, fail often, et il faut beaucoup échouer, on apprend beaucoup, etc. Je suis pas sûr que les gens, l'échec pour moi c'est un truc très difficile où vraiment t'as vraiment échoué, quoi. Donc si tu montes une startup où tu lèves des millions, que t'embauches des gens, tu lances un gros truc et que t'échoues, c'est-à-dire que ta boîte fait faillite par exemple, c'est pas marrant, quoi. Non, tu vas peut-être apprendre des trucs, mais déjà, enfin, c'est même pas sûr que tu apprennes vraiment des trucs, et puis tu aurais aussi appris des trucs si tu avais réussi. Donc, c'est ça. Je pense que ce qu'ils veulent dire, les gens, c'est qu'il faut expérimenter, tu vois. Il faut expérimenter tout le temps, et il faut pas avoir peur que tes expérimentations ne marchent pas. Mais l'échec, je pense que c'est très dur, très pénible, et je le souhaite à personne, et je pense pas qu'il faille dire aux gens, échoue, tu vas apprendre, quoi. Non, je pense que ça, c'est de la connerie, vraiment, quoi. Ça. Faut pas chercher à échouer, quoi. Faut pas le chercher, quoi. Ah non, faut chercher à réussir. Je pense vraiment. Genre, pourquoi tu chercherais à échouer quand tu peux chercher à réussir? Faut que ça marche, mais si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Bref. Mais justement, par rapport à la réussite et l'échec, j'ai lu ça dans un livre assez intéressant par rapport à la mesure qu'on utilise, par rapport au point de repère. C'est dans
The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson. Mark Manson. Et il parle de ce chanteur, enfin, voilà, c'était au début d'un groupe. Ah, Motorhead. Voilà, il y en a un qui s'est fait kicker hors du groupe. Ouais. Et puis il a monté autre chose qui a eu un énorme succès, je sais pas, il a vendu 25 millions de disques. Ouais, ça ouais, me semblait une énorme réussite, mais son ancien groupe en était à 180 millions. Et pour lui, son seuil de réussite, c'est 180 millions, même s'il avait vendu 25 millions de disques. Si tu vends 25 millions de disques, normalement, c'est une réussite, mais pour lui, c'est un échec, quoi. Donc, c'est pour ça que, c'est ça le message, je pense, est la bonne mesure. Ouais, quel est ton référentiel? Mais je pense que la vraie question que ça soulève, c'est pourquoi est-ce que tu fais les choses, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le mec de Motorhead, son problème, je pense, je pas envie de dire des conneries, hein, mais son problème, c'est qu'en fait, il fait les choses parce qu'il a de la rancœur. Enfin, le fait de s'être fait virer de Metallica avant que le Metallica explose, c'est une énorme déception pour lui parce que il a l'impression qu'on lui a volé sa vie un peu, tu vois. Ouais. Du coup, son combat, c'est plus de réussir pour lui, c'est de réussir plus que eux pour leur dire, mais voilà, vous m'avez viré, mais vous vous êtes trompé parce que je suis meilleur que vous. Ouais. Et du coup, je vous prouve que vous avez fait une erreur et que vous avez froissé mon ego, mais vous aviez tort. Ouais. Et en fait, je pense que ça pose vraiment la question, c'est pas tellement de la mesure ou de la quantité, c'est plus de pourquoi, pour qui est-ce que tu fais les choses. Est-ce que tu es en train d'essayer de faire plaisir ou de chercher la validation des autres, tu vois? Ouais. Est-ce que tu es en train d'essayer de faire en sorte que Metallica se dise, oh là là, en fait, il était trop fort, on aurait dû le garder? Ouais. Ou est-ce que tu es en train d'essayer de toi te dire, ce que je fais me satisfait, je suis content de tous les jours faire ce travail, et c'est pas pour arriver à 180 millions, c'est juste parce que c'est ça qui, tu sais, c'est le côté, c'est le process, c'est le chemin versus l'arrivée, quoi. Ouais, je suis content du chemin et l'arrivée m'importe peu finalement. Ouais, tu vois. ouais. Je pense que c'est ça la vraie question. Ouais, bah oui, je suis d'accord avec toi. Parmi toutes les personnes que tu as interviewées, est-ce que tu as retenu une seule chose, le top 1, la chose que tu as apprise? Pas facile. Ouais, fais-le. Ouais. Fais-le. C'est ce que tout le monde dit, quoi. Enfin, je veux dire, tu te rends compte quand t'interviews tous ces types que, en fait, déjà tu te rends compte que c'est des types comme toi, quoi. Ouais. Comme toi et moi, c'est-à-dire quand ils sont plus vieux, ils ont un peu plus de bouteilles, donc ils ont un peu plus confiance. Mais quand même, ils ont leurs doutes, leurs questionnements, ils ont leurs trucs. Mais pourquoi est-ce qu'ils en sont là où ils sont et toi et moi j'en suis là à les interviewer et que tu vois je suis pas à leur place. Ouais. C'est parce que ils ont fait les trucs. Ouais. Ils se sont dit j'ai envie de faire ça, je vais le faire, tu vois. Ouais. Et puis voilà, c'est tout. Et je pense que si tu fais les choses, ça va vite beaucoup mieux en fait. Donc voilà ce que j'ai vraiment retenu. Et puis maintenant, c'est un truc que j'applique beaucoup à ma vie, tu vois.